Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, je suis ravie de vous voir. Je souhaite faire un update lecture de février parce que j'ai lu pas mal en début du mois de février pour des raisons personnelles. Alors, je suis désolée pour ma voix qui est un peu nasillarde, pour le fait que je suis toujours fatiguée et que j'ai pas l'esprit très très vif, hein. Alors, si je cherche mes mots, veuillez m'excuser. Vous verrez que sur les autres vidéos, je suis beaucoup moins lente que ça d'habitude. Je remercie ceux qui sont arrivés récemment, hein. C'est très gentil d'avoir rejoint la chaîne. J'espère que ça vous plaira ce que je propose. Vous verrez, il y en a pour tous les goûts. Je voulais vous faire un point, un update lecture parce que j'ai lu en fait 4 romans depuis le début février. Le jour où je tourne, je pense que je vais mettre la vidéo demain. Donc en gros, c'est mi-février. Pas tout à fait mi-février. Je le fais dans des conditions un peu compliquées, hein, parce que voilà, comme je vous dis, j'ai le cerveau un peu embuvé, mais je voulais vous parler de ça parce que je me suis dit que vu mon rythme de lecture, alors peut-être que je vais être moindre après, mais en gros, il me reste 2 livres à lire. Ce qui m'étonnerait que je ne rajoute pas 2 livres de plus à la fin, ce qui ferait un total de 8 à 10 livres à la fin du mois, et ce qui, pour moi, pour un point de lecture, est beaucoup trop long pour vous, je pense. Donc, quand il y a comme ça plus de livres que prévu dans la palle du début du mois, j'essaye de faire un update lecture pour pouvoir... les cheveux, c'est n'importe quoi. Je suis en train de voir le retour, même. Bref. Oui, parce que voilà, mes cheveux ont poussé depuis. Donc, ceux qui ne me connaissent pas, moi, j'avais les cheveux là. Hein, donc, voilà. Donc, j'essaye de les discipliner, les bêtes. Hein, mais vous voyez, ça discipline rien du tout chez eux. Donc, ils disciplinent pas. C'est comme ça. Donc, on va commencer par ordre de lecture. Donc, en fait, j'en ai lu 4. Je vais vous montrer les 4. Voilà. Donc, j'ai lu Louise Eldridge, Kate Moss, voilà, Paul Lynch et donc Véronique Mougin. Alors, on va commencer par Louise Eldridge. Alors, Louise Eldridge, c'est l'enfant de la prochaine Aurore chez Albert Michel. Alors, Louise Eldridge est un auteur que j'aime particulièrement depuis ses débuts. Je pense que j'ai lu tous ses bouquins, peut-être un seul que je n'ai pas lu. C'est un auteur américain qui est de culture amérindienne, qui est une forte voix pour les femmes, pour la culture des natives, et qui est aussi une conteuse à la base. Elle a des romans, une plume magnifique, vraiment une plume magnifique. Et là, c'est une des premières fois, elle est un peu dans l'anticipation, c'est-à-dire qu'elle a créé un monde genre de dystopie, si vous voulez, où on va suivre Cédar, une jeune indienne qui a été adoptée par des Blancs et qui, au début du roman, est enceinte et va faire un journal de bord, en fait, pour son futur enfant, son enfant à naître. Elle va lui expliquer sa vie, comment elle a été adoptée, qui sont ses parents adoptifs, qui est son papa, etc. Et elle va se renseigner sur, avec l'aide de ses parents, hein, avec la bénédiction d'ailleurs de ses parents adoptifs, à la recherche de sa mère biologique, etc. Et on va suivre au début tout ce cheminement vers la mère adoptive. Donc, elle va découvrir que sa mère adoptive a une nouvelle famille, qu'elle a une demi-sœur, qu'elle a sa grand-mère, machin, etc. Et petit à petit, on sent dans les propos de Cédar, de son écriture, on sent une menace. Il y a quelque chose derrière. Il y a comme une ombre qui plane. Et le roman de jeune femme, future maman, qui découvre sa mère biologique, qui découvre ses racines, qui découvre les arcanes, sans savoir qui est vraiment son père biologique, mais qui découvre les arcanes de son adoption, etc. Il y a autre chose. C'est-à-dire que Louise Eldridge a, dans cette espèce d'anticipation, a imaginé un monde où l'espèce humaine rétrograde, où l'évolution de l'espèce s'est arrêtée, et où en fait l'humanité est en train de régresser tellement que voilà, il n'y a plus d'issue à notre évolution et qu'on va s'éteindre. Et cette menace porte sur les femmes enceintes. Et le gouvernement qui est mis en place donc, aux États-Unis est un gouvernement beaucoup plus totalitaire, beaucoup plus religieux, fondamentaliste. On sent cette menace. On sent qu'il y a une menace qui plane sur les femmes enceintes, que les femmes enceintes sont enlevées pour des raisons que je ne vous dirai pas, sinon ça vous dévoile beaucoup trop. Et ça va devenir crescendo
ce côté chasse à la femme, ce côté filiation, ce côté transmission, cette course contre la montre, pas forcément, on va dire, pour le bien de l'humanité. Alors, c'est un texte, c'est littéraire, hein, Louise Eldridge, un auteur qui a une plume merveilleuse, délicate, très très belle. Moi, en plus, c'est une femme géniale, hein. Moi, je l'ai rencontrée, je vous raconterai, peut-être que je peux vous le raconter juste après, mais bon, je vous donnerai une anecdote. Et là, elle développe la filiation, l'héritage culturel, l'héritage émotionnel, l'héritage d'un enfant adopté, euh, les relations qui se nouent, les secrets de famille aussi. Et aussi, elle attaque la foi, la religion, l'extrémisme, la manipulation, le rapport que nous avons à notre espèce et à celle qui est juste à côté, enfin aux autres, hein, parce qu'on maltraite aussi un peu, l'évolution de la planète, y a un côté écologique et bien sûr, il y a toujours son talent merveilleux de conteuse, il y a toujours son amour pour cette culture native, il y a toujours des personnages de femmes fortes, elle a toujours des personnages avec des femmes, alors les mecs sont pas en reste, attention, mais euh, c'est toujours porté par des femmes qui ont une transmission, qui essayent de transmettre. Et là, pareil, Cédar, sa mère Trésor, sa maman, sa maman adoptive, mais sa mère qui l'a élevée. Il y a aussi cette transmission intergénérationnelle qui est magnifiquement belle. Moi, c'est un roman qui m'a vraiment émue. Il y a un côté Orwell aussi, bien sûr, dans cette espèce d'oppression et d'esprit totalitaire. Il y a beaucoup de gens qui l'ont comparé à La Servante écarlate. Voilà. Mais Louise Eldridge est un auteur à part entière, un auteur américain, amérindien qui compte. Si vous ne connaissez pas, il faut découvrir sa plume. C'est exigeant, hein, comme plume. C'est pas, voilà, c'est pas des romances, hein. Enfin, c'est pas des romances. Je ne critique pas, mais c'est pas des plumes faciles, quoi. Voilà. Moi, j'ai été bouleversée par La chorale des maîtres bouchers, par exemple, qui est un de ses premiers romans où j'ai pleuré les larmes de mon corps. Mais tous les la Rose est magnifique. Enfin bref, tous ces romans de toute façon, donc ne m'énervez pas. Donc j'ai lu Louise Eldridge, donc l'enfant de la prochaine Aurore chez Albert Michel. C'est un roman qui est fort. Alors que ça peut être un roman dérangeant, ça peut être un roman incompris pour certaines personnes qui trouveront le style plus littéraire, qui ne sont pas habituées à ce genre de choses. Il y a peut-être des gens qui passeront à côté de certains thématique qu'elle veut aborder. Mais si vous êtes maman ou pas, d'ailleurs, parce que je ne suis pas maman et j'ai été touchée par la transmission de Cédar à son enfant, à ce dialogue qu'elle instaure avec son petit qui est en elle et qui n'est pas encore né, hein, qu'elle n'a pas encore là à toucher. Il y a quelque chose de beau dans cette relation-là, mais d'angoissant et elle fait très bien passer l'émotion que des parents, et je dis parents parce qu'un père peut est pareil, hein, c'est la même enseigne, il ne le porte pas, mais en tous les cas après, cette part viscérale que vous avez dès que vous avez un enfant à charge ou que vous avez un enfant à vous, et la trouille que vous avez, c'est-à-dire que c'est le plus beau jour de votre vie, mais c'est le moment le plus angoissant de votre vie parce que vous avez la responsabilité de ce truc-là pour votre vie entière. Voilà. Et Cédar a en plus cette crainte derrière, cette pression, cette chasse aux femmes enceintes qui lui met encore plus de poids, de pression, d'angoisse. Et il y a des scènes qui sont quand même assez éprouvantes. Donc voilà, c'est un très très beau roman de Louise Eldridge. Franchement, voilà. Elle ne me déçoit jamais. Alors pour la petite anecdote, parenthèse, j'ai rencontré Louise Eldridge à un salon du livre à Paris. Elle est en dédicace sur le stand donc, de Albert Michel, juste une demi-heure avant mon créneau à moi. Alors, je n'étais pas sur Albert Michel, hein, mais sur un autre stand, j'étais à une demi-heure près en même temps qu'elle. Et donc, j'étais très énervée dans le sens où je me disais, oh merde, elle est en dédicace, je ne vais pas pouvoir y aller. Et j'ai eu la chance, en fait, que ma dédicace, très gentiment, en fait, soit reculée d'un quart d'heure. Et donc, j'ai dit, bon, je vais aller me mettre en ligne. Donc, je vais me mettre en ligne dans la queue. Alors, c'est pas les queues de Amélie Nothomb, Musso et tout. Hein. Il n'y a pas 3 heures de queue. Mais il y avait quand même du monde. Je devais être la 6 ou 7e. Et en fait, j'avais mon badge, auteur en dédicace avec mon nom.
Mais je n'avais pas demandé de passe-droit, hein. J'étais rentrée dans la ligne des personnes qui attendaient. Donc, voilà, il y a des gens, je parlais avec la fille de derrière, machin. Et en fait, l'hôtesse m'a vue, a vu mon encart, enfin ma petite fichette, là, ma petite étiquette. Vous savez, j'avais un label quoi, devant avec. Voilà. Et elle est venue vers moi et en fait, elle a regardé mon nom et mon nom, bah, vous savez, c'est Lisa Giraud Taylor. Elle a dû penser que j'étais anglaise ou américaine et elle m'a parlé en anglais. Elle m'a dit, mais vous attendez pour la dédicace de Louise Eldridge? Je dis oui, oui, bien sûr. Elle m'a dit, mais vous êtes un auteur en dédicace, vous dédicacez quand? Je dis, bah, en fait, dans une demi-heure. Elle me dit, bah, écoutez, vous voulez pas, venez avec moi. Je dis, non, non, mais je suis dans la ligne parce que moi, je suis disciplinée, hein. Je ne fais pas de passe-droit, donc j'étais dans la ligne. Il y avait 6 personnes devant moi, ou à peu près 6 ou 7. Donc, en gros, voilà, je savais que j'avais le temps, sauf si les personnes parlaient 10 minutes à Louise Eldridge. Donc, je me suis dit, bon, ça va être chronométré, donc ça va être 2, 3, 4, 5 minutes par personne, je vais y passer. Et, et la fille insiste, me dire, mais venez, venez, machin, etc. Donc, je demande très gentiment à la personne de derrière, est-ce que tu peux, enfin, ouais, on se tutoie souvent dans ces genres de trucs, mais je lui dis, est-ce que tu peux me garder ma place? Parce que, voilà, elle insiste que je vienne, machin, mais bon, je vais regagner. Oui, 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 il n'y a pas de problème. Et en fait, je tourne, je me mets derrière le stand, et en fait, derrière le stand qui était caché, il y avait Louise Eldridge qui venait d'arriver. Et donc, l'hôtesse va la voir en lui disant, voilà, enfin, je sais qu'elle lui a expliqué, elle lui a dit, voilà, en fait, c'est un auteur en dédicace, elle a un bouquin, elle voulait faire dédicacer, mais elle est dans une... Et elle a été, mais voilà, on a discuté 5 minutes, elle a été mais adorable, gentille, elle s'est même renseignée sur mes bouquins alors que je suis un auteur modeste, inconnu, qui personnellement ne lui apporterait rien, mais voilà, on a parlé de Native Americans parce que moi j'ai une de mes amies aux États-Unis qui est pas de cette culture, mais qui a épousé cette culture il y a des années. Donc, il m'a beaucoup parlé des natives. Et donc, voilà, on a discuté pendant 5 minutes et ça a été 5 minutes merveilleuses. Le truc, c'est que moi, j'ai pas osé ressortir de devant parce que je me suis dit, oh là là, mais les autres et tout. Mais je me suis dit, il faut quand même que je dise à la dame qui m'attendait, enfin, qui attendait ma place. Donc, je suis ressortie penaud de mon truc avec mon bouquin dédicacé par Louise Eldridge. Je lui ai dit, elle a dit, bah, voilà, je suis désolée, en fait, j'ai eu ma dédicace, machin. Et la fille me dit, ah, mais c'est bien, au contraire et tout. Et en fait, je passe, donc j'ai fait la souris, enfin, vu mon gabarit, le gros mulot. Et alors, le gros mulot, c'est mis hors de la file et a remonté la file parce que mon stand était un peu plus loin. Et en fait, Louise Eldridge avait commencé sa dédicace et elle me sort « Au revoir Lisa !» Enfin, en anglais, bien sûr. Enfin, en américain, quoi. Et moi, je me retourne, je pense que j'ai été aussi rouge que ça. Je suis devenue rouge fluo, à sentir mes ongles. Je suis devenue rose et puis j'ai fait « Au revoir !» J'ai l'air... Alors, je pense que j'ai été la plus gourde personne du monde à ce moment-là. C'est-à-dire, au lieu de lui dire « Au revoir Madame Eldridge, merci beaucoup », etc., je lui dis au revoir, merci. Mais je ne savais même plus quoi faire. Voilà, donc c'est vraiment quelqu'un de génial. Et si un jour elle passe par là, elle se rappellera sûrement pas de moi. Mais moi, je me rappelle des 5-7 minutes qu'elle m'a accordées au Salon de Vivre à Paris. Et ça a été, voilà, en tant que fan, vous voyez, la fan-attitude. Oui, ben oui, désolée. Autre livre que j'ai lu, alors vas-y, bah moi c'est la playa, j'enquille des trucs, hein. Donc c'est le dernier Kate Moss, L'arme de la Cité de larmes. Alors c'est la suite de Cité de feu que j'avais lu en 2019, que j'avais eu gracieusement au service de presse par Sonatine un peu avant sa sortie. Là cette année, je les ai sollicités pour d'autres livres, mais celui-là je voulais l'acheter. Je ne pensais pas l'acheter là, mais je suis passée par hasard avant que je sois clouée sur place. Je suis passée par hasard à la librairie 2 semaines avant que je sois clouée sur place. Il était devant, je me suis dit, ah non, c'est un signe, il faut que je l'achète. Donc, on retrouve Marguerite Joubert, qui s'est mariée avec Piet Reardon. Alors, je ne dévoilerai pas ce qui se passe dans la Cité de Feu, mais bref, on se trouve 10 ans plus tard, ils sont mariés, on s'en doutait un peu à la fin. Bon, bref, c'est spoilé, mais en gros, si vous commencez le roman, vous allez bien comprendre ce qui se passe. Bon, bref, de toute façon, vous lisez la 4e, c'est écrit derrière. Bon, bref. On se retrouve 10 ans plus tard, donc à quelques mois de la célébration de mariage de Marguerite de Valois et d'Henri de Navarre, donc qui a engendré malheureusement, et comme tout le monde le sait, la nuit de la Saint-Barthélemy et les massacres qui se sont passés dans la France entière sur des semaines après, hein, ne vous arrêtez pas à qu'une nuit sur Paris, hein, s'il vous plaît, et évidemment tout ce qui s'est répandu en Europe, partout ailleurs, entre les catholiques et les protestants. Alors oui, on peut dire huguenot, machin. Elle explique très bien au début du livre, Kate Moss, elle a pris le parti d'utiliser 3-4 termes qui sont en général utilisés. Voilà, on ne va pas repolémiquer 10 fois là-dessus, donc on va faire ça simple, hein.
Et elle nous entraîne à la fois Puy-Vert ou Marguerite, enfin, dite Minou. Alors, je sais que ça fait toujours bizarre hein, de lire un livre où la femme, puisque maintenant elle a une trentaine, 35 ans à peu près, 30-35 ans, s'appelle Minou. Hein, voilà. Mais bref, on les retrouve dans ce truc. Elle est devenue la châtelaine, elle est aux côtés de son mari et de ses 2 enfants. Elle vit avec sa sœur, son frère est rentré dans l'armée de Coligny, protestant. Oui, je resitue sur ce qui... Voilà. Et ils sont invités en tant que nobles au mariage qui va lieu à Paris. Donc, il se passe des événements avant leur départ. C'est jamais un fleuve tranquille avec Kate Moss. On arrive à Paris. Et il y a aussi toute une partie qui va se passer à Amsterdam, quelques années après la Saint-Barthélemy. Et puis, encore quelques années après les événements qui vont se passer à Amsterdam. Donc, on va suivre Piet et Minou sur toute cette période, cette longue période où ils vont évidemment, alors comme dans le premier, il y a aussi les mêmes ressorts que le premier. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va disparaître, qui vont chercher, il y a des trahisons, il y a des vengeances. Il y a l'ex-meilleur ami et qui est désormais le meilleur ennemi de Piet, ce cher Cardinal Vidal, qui est, on va dire, le confesseur du duc de Guise, donc le plus fervent, on va dire, opposant des protestants. Et qui est, à mon avis, bien à la base de certains massacres, et voire du principal, et qui est là aussi tout le temps rôdant. Alors, il y a des manigances, il y a des petits arrangements entre amis et entre ennemis. Évidemment, il y a cette guerre, on va dire, fraternelle aussi entre protestants et catholiques, entre les incompréhensions, entre les gens qui essayent de faire évoluer les choses et ceux qui veulent mettre de l'huile sur le feu, pour ne pas dire autre chose. Alors, c'est un livre qui se lit, c'est un page-turner, Kate Moss. Hein. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le rapprochent de Ken Follett, etc., en moins détaillé. Ken Follett a quand même une plume descriptive qui est quand même beaucoup plus dense. Elle détaille, hein, attention, elle détaille très bien, mais Ken Follett est capable de faire 2-3 pages sur une description d'une cathédrale. Kate Moss ne fait pas 3 pages dessus. Mais voilà, il y a ce côté épique, romanesque, aventure, rebondissement. Elle fait... Ça, c'est Hux. Je ne sais pas si vous entendez, mais monsieur est en train de faire une révolution de palais dans la cuisine et la salle à manger. Je ne sais pas ce qu'il fouille. Oh mon Dieu, il promène son poisson pourri. Alors, je vous dis, vous allez entendre du bruit parce que le poisson a une espèce de papier craft. Hein. C'est un enfer, hein, ce bruit. Bref. Et alors, c'est très intéressant à lire. Je vous dis, je l'ai lu en l'espace de 2 jours et demi. Et pourtant, mon cerveau était très lent. Il est toujours très lent, mais il était très, très, très lent à ce moment-là. Mais c'est agréable à lire. Après, je ne vous dirai pas que c'est des livres qui restent dans la tête. Voilà, c'est de la grande histoire avec des petites histoires autour. C'est très agréable à lire parce qu'elle a une plume très agréable, très fluide. Ça s'enchaîne, les rebondissements arrivent, on suit, on peut avoir peur pour quelque chose. C'est quelquefois tiré par les cheveux pour certaines choses, mais c'est normal, c'est l'épique de ce genre de roman. Moi, j'aime bien. Voilà, j'ai bien aimé ma lecture, ça m'a propulsée dans cette période-là, qui est quand même une des périodes que j'aime beaucoup historiquement. Donc je me suis dit, oh tiens, si tu relisais des livres et tout, mais bon, voilà, je suis en ce moment, voilà, le cerveau n'est pas apte à lire 250 pages de recherche, il ne va pas être apte à lire sur la guerre des religions maintenant tout de suite. Mais bon, voilà, c'est un bon roman épique. Si vous aimez ce genre de fresque historique qui se passe médiéval, avec des personnages de femmes fortes, avec bon, les mecs, c'est pas des nunuches hein, non plus, hein, voilà. Mais les filles sont quand même, voilà, elles ont de la poigne, elles sont indépendantes, enfin indépendantes comme l'étaient les femmes de l'époque, hein, mais enfin bon, elles sont indépendantes. Voilà, il y a ce souffle épique, il y a cette façon de voir l'histoire. Ce qui est assez hallucinant, c'est encore un auteur britannique qui explique le Moyen-Âge d'une très belle façon, enfin le Moyen-Âge français, d'une très belle façon. Il y a en sus, dans quand même Kate Moss, ce côté occitan, c'est-à-dire qu'elle vit à moitié de l'année en Angleterre, à moitié de l'année à Carcassonne. Elle a cette culture occitane qu'elle a intégrée.
qu'elle a mis dans les précédents, donc La Cité de Feu, mais il y a aussi Labyrinthe qui était aussi dedans. Et elle a ce côté, oui, culture occitane, attachée à la culture, aux terres, à la façon d'être qui, moi, me plaît dans le sens où moi, je suis aussi une petite partie de mon sang et aussi cette culture occitane, plus périgourdin, mais en tous les cas, ça englobe. Et donc, je suis peut-être un peu plus sensible à ça. Voilà. Mais c'est une bonne facture si vous aimez les romans historiques, médiévaux, un peu dans les Ken Follett, un peu dans ce genre de trucs. Tim Wilcox aussi. Tim Wilcox aussi. Franchement, voilà, ça peut que vous plaire, sachant que bien sûr que lire La Cité de Feu en amont, c'est pas mal parce que vous connaissez la vie précédente des personnages. Mais si vous lisez que celui-là, elle revient quand même sur le passé, quelquefois par des petits flashbacks, mais alors de quelques lignes, où honnêtement, mais si vous ne savez pas, ça peut pas vous manquer des masses. Peut-être la relation entre Piet et son meilleur ennemi. Mais et encore à un moment donné, c'est expliqué un petit peu leur relation. Donc non. Mais bon, voilà, ça peut être lu comme un one-shot, mais c'est pas mal de lire les deux. Voilà, ça fait deux pavasses, un truc à faire. Voilà. Autre livre que j'ai lu, ça s'appelle La Neige Noire de Paul Lynch. Et là, je remercie la famille Murphy. Hein. Voilà, voilà. Merci Crampa, merci Liam, parce que ils avaient lu un livre qui s'appelle Un ciel rouge un matin, ou Le ciel rouge un matin, enfin un truc comme ça, de Paul Lynch aussi, qui évoquait le départ d'Irlande de Barnabas, un jeune homme qui était chassé, entre guillemets, qui partait aux États-Unis, qui allait travailler à New York sur les gratte-ciel, etc. Et là, celui-ci, donc La Neige Noire, c'est le retour de Barnabas des États-Unis dans sa terre du Donegal, avec sa femme et son fils, dans une ferme, somme toute modeste, où ils ont décidé de venir refaire leur vie. Va leur arriver en fait l'incendie, ça va partir de l'incendie de leur étable où va brûler tous leurs animaux, pratiquement tous, et où va disparaître un homme du village qui est censément mort dans le truc, puisqu'on ne retrouve pas, de toute façon, comme tout avait brûlé, il y a des centres de tout, donc aller chercher là-dedans, hein, il n'y avait pas les experts à l'époque. Puisque ça se passe juste après la Seconde Guerre mondiale. Seconde, oui, c'est après ou avant? Ah, non, non, c'est après, c'est quelques années après 45. Je ne me rappelle plus, il le dit à un moment donné, mais voilà. C'est un livre, alors c'est un petit livre, mais c'est un livre âpre, dur, brut, un peu comme les vents qui ravagent les endroits du Donegal. Les malheurs s'accumulent, c'est vraiment difficile de ne pas être touché par ce roman-là. Le seul truc, c'est que à un moment donné, voilà, trop, c'est trop. Alors, c'est une très belle plume, il n'y a pas de problème à dire. Moi, j'ai bien aimé ce truc. C'est vraiment cette espèce de communauté qui va devenir haineuse envers Barnabas et son épouse. Et cette relation, il y a une très belle histoire d'amour entre les deux, pleine de pudeur d'ailleurs, hein, mais très jolie histoire d'amour entre ces deux êtres-là. Mais cette communauté haineuse, ce côté vengeance, ce côté ourdissement, on dit ça pour dire ma tête. Hein. Voilà, il y a quand même une violence dans ce roman qui, à un moment donné, entre la violence, les malheurs qui s'accumulent, la loi du destin et cette espèce de destin qui vous met la tête sous l'eau et qui appuie en disant t'as bien compris là? Non, t'as pas compris. C'est âpre, hein. C'est très difficile. Je suis sortie de là, j'étais en apnée. Alors déjà, je n'avais pas le grand moral. Je pense que j'ai plongé le moral là. Mais c'est un bon roman. Par contre, je ne lirai pas le premier. Voilà. C'est assez hypnotique, c'est bien. Mais je n'ai pas accroché des masses à cet amoncellement de trucs, quoi. J'ai beaucoup aimé, par contre, la relation entre les deux, entre Barnabas et sa femme, et Crasse. Je crois qu'elle s'appelle, elle a un nom accouché dehors, mais voilà. Mais voilà, le contexte, ce côté pudique qu'il y a dans leur relation. Et voilà. Mais n'empêche que c'est brut, âpre, douloureux. Cette violence sourde-là, c'est difficile. Hein.
Et ensuite, j'ai fini Où passe l'aiguille donc, de Véronique Mougin. Donc l'autre, c'était Chez Livre de Poche. Là, c'est François Loisir Poche. Alors, nous sommes en présence de Tommy, donc de Thomas en vérité, mais diminutif Tommy, qui a 14 ans, qui est un juif hongrois, qui vit avec son papa, sa maman, son petit frère, qui l'énerve à un point pas possible. Euh, c'est un garçon indépendant, expiègle, rebelle, qui a un cœur à vif, qui porte un lourd secret qu'on va deviner, qui subodorait inconsciemment, mais qui va le heurter très très fort et qui va amener ce petit garçon, enfin ce gamin, parce que c'est 14 ans, c'est un bébé encore, en gros, à l'époque, mais qui va l'amener à être rebelle à tout. Son papa est tailleur, un maître tailleur, qui veut, on va dire, faire une tradition, c'est-à-dire donner sa boutique à son fils, mais son fils ne veut rien savoir. Il veut être plombier au début, etc. Ils sont en Hongrie, c'est en 1944. Pour l'instant, la Hongrie n'a pas été tombée sur le joug complet des nazis, mais va le devenir. Et ils vont être heurtés à encore plus d'antisémitisme. Ils vont se heurter aux lois du Reich, aux lois anti-juives, aux lois où tu n'as pas le droit de travailler, où voilà, tu te mets chez toi et tu fermes ta gueule déjà. Tu portes ses étoiles, il va s'apercevoir qu'à côté de ses papiers, il y a le mot ISR, enfin les lettres ISR qui désignent le fait qu'il est israélite. Il ne savait pas il savait pas pourquoi on dit ça, etc. Donc il y a tous ces trucs-là. Et en fait, pendant 3/4 du roman, on va suivre Tommy de son village en Hongrie jusqu'à différents camps de concentration et de travail qu'il va rencontrer et dans lequel il va travailler, dans lequel il va essayer de survivre. Alors avec un de ses potes aussi, Hugo, avec des enfants qu'il connaissait ou pas. On va le voir sur la rampe d'accès de certains camps où sa maman et son frère vont disparaître. Il va se raccrocher à son père, à des amis, à un petit groupe. Mais c'est un gamin roublard, c'est un gamin espiègle, c'est un gamin débrouillard qui va très vite comprendre le système concentrationnaire, comment se sortir de ce truc-là, comment survivre, et qui va un jour, pour essayer de justement survivre et de se débrouiller pour manger un peu plus, parce que l'obsession, c'est cette peur. Et d'ailleurs, c'est très bien décrit pendant 3/4. C'est pour ça que je vous parle des 3/4 du roman qui se passe vraiment sur 2 ans de cette période de concentration. La peur viscérale tout le temps, à tout moment, de quand vous appelle, qu'on vous tape, qu'on vous fasse mal, qu'on vous tue tout simplement parce que vous avez un pouls qui dépasse, cette famine tout le temps, cette faim constante de pouvoir vous battre pour un morceau, une mie de pain. Et il va comprendre très vite que coudre, alors qu'il a toujours détesté ça, qu'il ne voulait pas du tout que son père lui apprenne, peut lui sauver la vie, peut lui donner un quart de quignon de pain, enfin un quart de miettes de pain pour manger, pour survivre, pour continuer à survivre, pour avancer. Et il va très vite comprendre comment on peut sauver sa vie, même en étant le roi des connards ou des anguilles. D'ailleurs, il se définit comme un serpent à un moment donné pour pouvoir survivre. Et le dernier quart du livre va trouver Tommy après-guerre, à la libération des camps par l'armée britannique. Il va se retrouver dans son village et puis ils vont partir avec son père, c'est pas spolié parce qu'ils le disent. Il va partir à l'ouest, il va partir à Paris, qui était une destination qui avait été offerte à son père avant la guerre pour pouvoir se sortir de là. Il va découvrir la couture, il va découvrir la haute couture, il va découvrir l'univers des tissus. En fait, il va prolonger la tradition familiale de tailleur, entre guillemets. Et le dernier quart tourne autour de Tommy adulte, de Tommy avec ses démons, avec ses cauchemars, avec sa peur viscérale qui ne le quitte pas. Mais il y a vraiment une grosse différence entre le 3/4 bouquin et le dernier quart. C'est-à-dire que le 3/4 est vraiment prenant, envoûtant, vraiment émotionnellement très important, très intense. Le dernier quart, je l'ai trouvé pas à la hauteur, voilà, du début, enfin, du 3/4. Et même si on sent bien que Tommy vit avec les fantômes là sur ses épaules et qu'il n'a pas vraiment la possibilité
d'avancer comme il veut, même il se fabrique une vie, il se fabrique une carrière, il a une célébration de carrière et une vie qu'il n'aurait jamais rêvé avoir dans la couture. Mais voilà, il y a de l'émotion, mais il manque quelque chose. Alors, je ne sais pas si c'est parce que c'est trop vite amené, parce que vous passez trois quarts du bouquin avec Tommy, jeune homme, jusqu'à ses 16-18 ans, où il sort des camps, où il s'essaye de se construire en revenant initialement dans son village qui n'est plus hongrois du tout, mais qui est maintenant ukrainien, puisqu'il a été annexé par l'URSS. Ça aussi, c'est les soubresauts de la Seconde Guerre mondiale. Mais voilà, vous avez trois quarts du roman où vous suivez Tommy pendant 2 ans et demi, et le dernier quart, vous suivez Tommy pendant pratiquement les 40 dernières années. Voilà. Donc, alors, ce qui est beau aussi, c'est ces encarts. Il y a des encarts en italique toujours, de réflexion. Alors, ça peut être des réflexions de son papa, ça peut être des réflexions, je vous le montre, des réflexions de ses amis, d'un inconnu qu'il croise, de quelqu'un dans le camp, d'un capot, d'un SS aussi. Voilà, il y a des qui vont expliquer l'état d'âme ou le contexte, ou tout simplement Tommy. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé les trois quarts du bouquin. Je vous avouerai que le dernier quart, j'avais vraiment hâte de le finir. Voilà, donc je ne dis pas que c'est un livre qui est important à lire. C'est un livre qui vraiment peut être très émouvant pour beaucoup de monde. Mais la fin, c'était du déjà vu, déjà lu. Voilà. Alors, je ne sais pas si, pour moi, si ça avait été raconté à l'envers, c'est-à-dire découvrir cet homme dans la haute couture avec tout ce qu'il invente, etc., et revenir en arrière, je ne sais pas si ça n'aurait pas été, pour moi, plus impactant que de savoir que il va se dérouler jusqu'à la fin et il a des fantômes, mais il porte la culpabilité de certaines choses. Il y a des gens qui ont la culpabilité de ne pas l'avoir compris ou l'avoir aidé, en tous les cas, dans ce carcan qui s'est mis dans sa tête, parce que, contrairement à certains déportés, lui refuse de parler, refuse de parler de ça, et de sortir. Ses amis sortent ça, ont écrit des livres, etc. Et il y en a certains qui se disent, qui ont des remords de ne pas l'avoir aidé à expurger tout ça. Voilà, ça c'est un très beau, très belle partie. Mais je vous dis, le dernier quart est c'est trop rapide et trop facile, je trouve. Voilà, donc ça, c'est mon avis, ça n'engage que moi, hein, mais sinon, ça reste un très, très bon moment de lecture. Donc, Où passe l'aiguille de Véronique Mougin chez Poche, France Loisirs. Je dois avouer que, honnêtement, c'est écrit et inspiré d'une histoire vraie, hein. Je dois avouer que ce qui m'avait attiré surtout, c'est le fait que non seulement c'était en Hongrie, que c'était en 44, mais qu'on parlait de couture, hein. Donc, Bibi, voilà, vous parlez mode, Seconde Guerre mondiale, vous me perdez pas, hein, vous me gagnez, au contraire, hein. Voilà, donc ça, c'est les 4 livres dont je vous ai parlé pour le update lecture. Donc, Louise Eldridge, L'enfant de la prochaine aurore, Kate Moss, La cité de larmes, Paul Lynch, La neige noire, et donc Véronique Mougin, Où passe l'aiguille. C'est les 4 livres que j'ai lus depuis en très peu de temps, on va dire en moins d'une semaine, j'ai lu ces 4-là, hein, en gros. Voilà. Là, j'ai fait une petite pause de lecture. Enfin, je suis en train de lire une BD dont je vous parlerai. Et je lis un livre sur un musicien, voilà, qu'on m'a envoyé gentiment pour me remonter le moral. Ça m'a remonté le moral, hein, je dois dire. Mais depuis, je suis plongée dedans et je couine comme une débile. Donc, vous verrez ça dans le plan de lecture, parce que de toute façon, il y sera. Voilà. Donc, d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous, hein, je ne répète pas. Masque, gel hydroalcoolique, 2 mètres de distance, picou si vous y arrivez. Surtout, c'est une grosse saloperie. Voilà, c'est vraiment un petit salopio. Et voilà, je suis désolée si je suis un peu confuse des fois, mais je vous dis, mon cerveau est toujours lent, je suis toujours très très fatiguée, donc j'ai pas trop envie. Voilà, j'ai pas l'énergie que j'ai d'habitude, ou le répondant, je cherche mes mots, mais c'est normal, et la voix est nasillarde. Enfin, c'est une catastrophe, mais on s'en fout, les cheveux. Voilà. Je les ai disciplinés avant, hein. Voilà, j'ai essayé, hein. Mais ça sert à rien, en fait. Je pense que ça sert plus à rien que je fasse quoi que ce soit. Voilà, mais c'est comme ça. Voilà. Vous m'avez pas vu avec les bouclettes parce que j'ai aplati avec la laque pour éviter qu'il ait.
C'est là, il va falloir. Allez, d'ici là, portez-vous bien. Faites attention à vous. Je ne sais pas ce qu'il y a après comme vidéo. Il y a 15 livres d'histoire. Il y a le tag suis-je accro à la littérature. Je ne sais pas quand j'ai mis l'update lecture. Je pense demain. Je vais le mettre demain. Donc, il y aura peut-être le tag juste après et les livres d'histoire juste après. Voilà. Mais honnêtement, en ce moment, ne me demandez pas les dates. J'avance au jour le jour, on va dire à l'heure pour voir dès que je peux, que je me sens, on va dire, apte à tourner une vidéo ou un podcast, à enregistrer un podcast. Je le fais tout de suite parce qu'après, je ne sais pas ce que je vais faire. Je vais faire l'étoile de mer sur le canapé pendant 3 heures. Donc voilà, c'est comme ça. Allez, d'ici là, je recommence. Portez-vous bien, faites attention à vous. Merci aux nouveaux abonnés et aux personnes qui sont passées par là. Et puis, n'hésitez pas à commenter et vous pouvez m'envoyer des messages. Et puis, il n'y a aucun problème, je réponds. Je réponds essentiellement beaucoup plus rapidement sur Instagram que sur YouTube, même si je le fais très souvent sur YouTube et je me débrouille pour répondre à tous les messages très rapidement. Mais je suis beaucoup plus joignable sur Instagram, donc n'hésitez pas en MP, je serai ravie de vous répondre. Allez, à bientôt et puis à la prochaine vidéo. Et puis d'ici là, soyez sages et lisez bien surtout. C'est une bonne idée aussi. Ouais, c'est bien. Bon conseil, Lisa.